alors qu'il était lui hospitalisé dans cet état critique. Eh bien, j'ai senti mais vraiment une impression de tombeau de mort comme jamais, jamais, jamais. Imaginez que mon petit frère se trouve seul, il ne peut pas parler, qu'il cligne de l'œil et que le médecin a envie de l'interpréter comme un désir de mourir. En l'absence de personne, il pourra estimer que l'enfant a demandé la mort. Il ne sera pas tenu d'en informer ni les parents ni la famille. Irène, à quel moment est-ce que vous avez compris que votre frère était en danger? Il se trouvait dans un état qui évoquait une grippe grave, prononcée. Étant âgé de 65 ans, il avait beaucoup de mal à respirer. Et lorsqu'on a dû le faire hospitaliser d'urgence pour un taux de saturation d'oxygène très faible, et on a jugé nécessaire, voire indispensable, de le transférer à l'hôpital. Et après une nuit aux urgences, donc, il est hospitalisé dans un service spécialisé en maladies infectieuses dans un hôpital de la région parisienne. On nous permet de rester à ses côtés car il est handicapé. Et dès les premiers jours, donc les médecins qui sont en charge nous font part de leur inquiétude profonde, nous faisant savoir qu'il avait de fortes difficultés à respirer, que l'oxygène qui lui était administré avait peu d'effet et on a dû augmenter plusieurs fois jusqu'au maximum, donc la dose d'oxygène qui lui était administrée. Déjà, son pronostic apparaissait difficile, mais de surcroît, les médecins ont identifié une septicémie à staphylocoque, dont on ignore l'origine, mais qui aggravait encore bien sûr son pronostic vital. D'accord. En plus du syndrome grippal, très important, qui peut avoir un retentissement, on le sait, très grave chez les personnes âgées. Je rappelle bien que mon frère est très 2021. Donc ces deux critères, à la fois les critères cliniques déjà en eux-mêmes, étaient inquiétants. La gravité du syndrome qu'il présentait, les difficultés respiratoires, les difficultés qu'il avait à répondre de façon positive à l'oxygène qui était celui-ci, m'interpellait moi-même en tant que médecin, mais aussi bien sûr le corps médical. Deuxième aspect qui s'est présenté et qui est venu compléter cette problématique était l'attitude que pouvait avoir le corps médical et paramédical devant cette situation. Donc un adulte handicapé, ayant une grave symptomatologie qui pouvait mettre en péril sa vie, jusqu'où allait-on poursuivre les soins? Eh bien, ils ont tenu à nous faire savoir en toute clarté que si une intubation était nécessaire, ils ne jugeaient pas souhaitable de procéder à cette intubation au cas où l'oxygène qui était administré par voie nasale était inefficace. Et on serait tenté de se dire que, vu que c'est le corps médical, ils ont certainement pris le soin d'analyser toutes les options et que leur décision semble justifiée. On serait tenté de se dire ça. C'est plus que tenté, c'est ce qu'ils ont fait avec un sérieux notable. Tout ce qui était possible sur le plan de l'oxygénation, du traitement antibiotique était fait. Ils ont fait le maximum qui pouvait être fait. Ils n'ont pas fait là de limitation thérapeutique. Ils se sont dit, leur propos était que si malgré tout ce que nous faisons, on n'arrive pas à l'en sortir, on ne pourra pas, ils ne jugeraient pas nécessaire ou utile de faire une intubation. C'est en ces termes que la question se posait. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Irène. Alors que le service médical mise très peu sur la rémission de son frère, âgé de 65 ans et en situation de handicap, Irène va tout donner pour qu'elle puisse s'en sortir. Elle a choisi aujourd'hui de partager son témoignage avec nous. Vous verrez, c'est un témoignage qui va parler à la fois d'handicap, mais surtout de foi, de résilience et de son combat contre la loi sur l'aide à la fin de vie. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de nous partager cela? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Reine. Bonjour Florence. Bienvenue sur Résonance. Merci beaucoup. Ce titre est extrêmement joli. Je pense qu'il entre vraiment en résonance. On cherche à rentrer en résonance avec les personnes et c'est un très beau terme que je salue en tout cas. Et je vous remercie de m'accueillir dans votre studio pour me permettre d'évoquer ces événements personnels qui m'ont touché ces derniers mois et qui s'inscrivent
dans un combat personnel et professionnel que je mène en tant que tel. Merci pour le compliment par rapport à Résonance. Et juste avant, justement, que vous puissiez vous présenter pour que nos auditeurs sachent qui vous êtes et tout le combat que vous menez, on a un petit rituel sur Résonance, c'est de vous faire compléter une phrase. Très bien, je vous écoute. Et la phrase que j'ai pour vous, elle dit ceci: j'aurais aimé que quelqu'un me dise que je leur apporte une aide et un soutien efficace et effectif, et que je remplis ma mission. Et donc, Irène, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et est-ce que vous faites ou vous avez fait dans la vie? Écoutez, c'est gentil, effectivement. Bon, je suis médecin, désormais à la retraite pour une grande partie au moins de mes activités hospitalières. J'ai très tôt, très jeune, porté un intérêt à la médecine en souhaitant faire une médecine qui soit au service de l'homme. Je souhaitais une médecine qui soit compassionnelle, qui soit humaine, qui soit portée vers les autres. Et c'était le sens de ma démarche très, très jeune. Donc j'ai exercé les fonctions de responsable de laboratoire de génétique aux Antilles pendant un certain nombre d'années, ce qui ne fut pas une tâche facile, car confrontée à des questions d'éthique essentielles, je n'ai pas été épargnée. J'étais aussi maître de conférence à l'école d'anthropologie. J'ai fait aussi beaucoup de management, car la gestion des hommes pour aborder les hommes est essentielle. Donc j'ai occupé un bref temps quelques fonctions de directeur d'hôpital, mais fait beaucoup de management, de droit hospitalier, de qualité hospitalière, pour une qualité qui soit au service des hommes, une qualité qui ne se résume pas à une somme de procédures, mais une qualité par le sens. Voilà un petit peu donc pour ce parcours vraiment une implication très forte dans toutes les grandes questions relatives à la vie, car c'est en tant que médecin la vie qui m'a apporté de servir dans tous ces états. Et aujourd'hui vous êtes à la retraite? À la retraite, mais une retraite à partir de mes fonctions hospitalières, de mes fonctions hospitalières. Mais là j'ai d'autres approches envers lesquelles qui continuent de m'appliquer sur la gestion du handicap notamment, et partout où je pourrais intervenir pour donner des conseils. J'ai fait aussi de la nutrition. Donc mon cœur et mon esprit restent en éveil pour pouvoir mettre ce qui me reste, ce que j'ai de compétences au service d'autrui. Au-delà de tout ce parcours aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est de votre combat, mais avant tout de votre frère. Et vous avez commencé à le dire que dernièrement, il y a eu des complications au niveau de sa santé et c'est ce dont on va parler. Donc, est-ce que vous pouvez commencer déjà par nous dire comment est-ce qu'il se portait avant et qu'est-ce qu'il va faire que justement il va être hospitalisé? Notre petit frère, en fait, est donc, comme tu dis, un adulte atteint de trisomie 21 et qui s'exprime peu par un vocabulaire qui est relativement réduit, puisqu'il se réduit à une dizaine de mots. Pain, riz, maman, papa, etc., ce qui lui semble essentiel. Donc, il n'a pas de déroulé lexical qui soit très complet. Donc, tout notre chemin avec lui, c'est à chaque fois d'essayer de comprendre ce qu'il souhaite, comprendre ce qu'il vit, comprendre ce dont il souffre, comprendre quels sont ses besoins. Donc, c'est tout un chemin auquel nos parents étaient très impliqués pour pouvoir apporter de l'aide à notre petit bonhomme afin qu'il puisse se développer au mieux. Il est extrêmement courageux et c'est aussi une particularité des enfants trisomiques, la difficulté à exprimer et localiser la souffrance. Donc à quel moment est-ce que justement il a eu des différents épisodes, là il marchait un peu de façon un peu pénible depuis certains temps. Nous avons perdu notre maman il y a quelques années, 2-3 ans, il lui a fallu intégrer, vivre cela, qu'il a vécu avec beaucoup de courage. Et progressivement, de par les effets de l'âge, tout simplement, des spécificités de sa maladie, donc il a eu des difficultés d'équilibre, à se tenir debout. L'hyperlaxité ligamentaire, la faiblesse musculaire font qu'il a du mal à se mobiliser, mais que jamais il ne refusera de faire l'effort de le faire. Et avec beaucoup de courage. Et donc subitement, alors que les choses n'allaient pas plus mal, un week-end, il manifeste des signes d'une grave grippe, alors qu'il y avait une épidémie en ce moment en France, vers le mois de mars par là. Il est couché, allongé, des difficultés respiratoires. Donc je fais venir avec une de mes sœurs, SOS médecin dans un premier temps, qui curieusement n'arrive pas d'ailleurs à prendre sa saturation d'oxygène, mais le place sous oxygène
sous antibiotiques, pensant qu'il s'agit d'un syndrome grippal isolé, prononcé mais isolé. Le lendemain, son état ne s'améliorant pas, nous avons heureusement été aspirés pour rappeler à nouveau SOS médecin, qui cette fois constate une saturation très insuffisante en oxygène et la nécessité de le placer en oxygène et de l'hospitaliser. Ceci est fait, donc avec une équipe de pompiers tout à fait chaleureux et efficace, je tiens à souligner. Donc, il est embarqué vers un hôpital auquel nous n'étions pas habitués, avec lequel nous ne sommes pas habitués à travailler, puisque nous étions dans une autre ville auparavant, parce qu'il allait pour ses différents problèmes de santé dans un hôpital auquel nous connaissions les intervenants. Là, il entre dans un hôpital nouveau, tout neuf. Il a été d'emblée, les examens ont été faits avec efficacité et il est hospitalisé avec l'un d'entre nous, car mon petit frère ne peut pas rester seul. Et l'hôpital a tout à fait accepté. Nous reviendrons après sur les modalités de la gestion du handicap à l'hôpital. Nous avons la possibilité, bien sûr, de rester auprès de lui, car toutes les indications que peuvent apporter les aidants et les familiaux sont essentielles pour une prise en charge. Un enfant qui ne parle pas, pour comprendre quel est son état, de quoi il souffre vraiment, on a besoin absolument de l'explicitation d'un proche ou d'un aidant. Donc, les choses se font, les examens sont réalisés, il est placé d'emblée sous une dose d'oxygène très importante et progressivement, donc, les médecins constatent les effets de cette oxygénation, viennent s'entretenir avec nous d'une antibiothérapie qu'ils mettent en place, en tout cas, et font le maximum sur le plan clinique, en termes d'oxygénation, en termes d'antibiothérapie, en termes de soins. Il était très bien installé dans cette chambre en tant que tel et a bénéficié dès le départ d'un soutien, d'une prise en charge par le personnel paramédical tout à fait remarquable que j'ai tenu et que je tiens à souligner. Car là encore, le personnel infirmier, pour certains très jeunes, je viens d'une jeune femme qui était à son deuxième stage en école d'infirmière et qui a mené la troupe avec un dynamisme, un cœur, une intelligence du cœur absolument éminente, et tous se sont mis à s'occuper de lui, inventant des positions pour le prélever, pour l'installer dans son lit, pour lui apporter à manger quand il était prêt, quand il n'était pas prêt, pour le changer. Oui, c'était une culture du soin palliatif qui n'était pas palliative, au sens où ça ne s'adressait pas forcément en fin de vie, mais la qualité de soin qui doit pouvoir être donnée à chacun. Car toute personne qui arrive à l'hôpital est en situation déficitaire par principe, sinon on n'y viendrait pas. Et ça s'est fait naturellement. Naturellement. Que vous, même pas. Effectivement, nous étions présents, donc nous les guidions dans la façon de faire, mais spontanément, ils n'ont manifesté ni peur, ni inquiétude, car effectivement, ils n'étaient pas habitués. Chaque personne handicapée au trisomique 21 est différente, surtout que il ne parle pas, et en plus, il n'était pas du tout en état de parler dans l'état où il était en tant que tel. Donc, ils pouvaient manifester des difficultés pour mettre l'oxygène, pour le prélever, etc. Et là, pour le changer, elles ont fait preuve à la fois d'une inventivité, d'une créativité, d'une délicatesse et d'une attention exceptionnelle. Donc, j'ai tenu à les féliciter et les remercier, que ce passage qu'elles ont vécu avec lui soit un passage qui les marque à jamais. Qu'elles sachent que c'est comme cela qu'il faut prendre soin. C'est un beau témoignage de ce que peut faire le corps médical, contrairement à l'image qu'il renvoie, qu'on a d'eux généralement, et c'est bien que vous le souligniez. Je tiens à montrer toutes les particularités de ce parcours avec tous ces éléments et souligner effectivement, alors elle n'était pas en sureffectif, elle n'était pas en sous-effectif non plus, l'hôpital n'était pas surchargé par la grâce qui a permis en plus de le garder à l'hôpital une durée suffisante. Ce qui était très important pour cet enfant, car très souvent, du fait du flux et du reflux, si j'ose dire, eh bien, on est amené à devoir libérer des lits, alors que le temps d'hospitalisation, même quand il allait mieux, a été absolument indispensable. Et donc, au-delà de tout ce soin Alors, il y avait ces deux problématiques, effectivement, à la fois un soin qui a été donné de façon particulièrement efficace, le soin humain, etc., et les justes prescriptions, en même temps, la problématique qui se posait, jusqu'où irons-nous dans le soin si son état ne s'améliore pas. Et ça arrive au bout de combien de jours? Dès le premier jour, c'était le mot d'ordre qui a été donné par le médecin. Nous vous prévenons, on fera ce qu'on doit sur le plan médical, mais s'il s'agit d'avoir une méthode intrusive en mettant une canule, nous ne le ferons pas. Donc il y a eu ce temps où les soins ont été donnés, les antibiothérapes données, mais en même temps l'expression de l'inquiétude du médecin, parce qu'il avait beaucoup de temps à pouvoir avoir une oxygénation satisfaisante, à tel point le médecin a pu revenir
nous voir, elle venait tous les jours pour nous dire qu'il avait des difficultés, où vraiment il était dans un état un peu précomateux, et elle nous dit, écoutez, on ne veut pas qu'il souffre. Le mot était lâché. Donc, qui voulait bien dire, sans aller au-delà, que si jamais ça n'allait pas mieux, pour éviter des souffrances, vous voyez bien où on peut en venir. Et là, vous de votre posture de médecin, moi j'ai compris. Vous le prenez comment? Eh ben, je le prends, alors à la fois ça m'a forcément touchée, il faut pouvoir être dans une situation familiale et par rapport à la famille. Je dis, mais de tout ça, on parle de toute façon ensemble, hein, de toute façon, il n'est pas question de prendre aucune décision sans nous en informer, sans qu'on envisage les choses. Donc, dès le départ, je lui avais dit que j'étais pas, que je tenais à ce qu'on aille jusqu'au bout du parcours. Mais s'il avait fallu l'intuber, elle aurait choisi de le faire ou de ne pas le faire en tant que telle. Quant à l'ingestion cette fois de substances typiques nouvelles ou autres qui auraient abrégé son parcours au prétexte, disons, dans l'objectif de soulager sa souffrance, ça aurait pu être assez redoutable. Parce il faut être très clair dans le propos. Moi, je sais que certains de mes frères qui sont là, qui sont juristes ou autres, n'auraient pas forcément intégré, on ne veut pas qu'ils souffrent, c'est évidemment, ils donnaient un peu de morphine, personne ne veut qu'on souffre d'une façon, c'est pas l'objectif, mais dans ceux qui ne veulent pas qu'on souffre, le propos, et beaucoup qui est derrière cela, c'est qu'on ne veut pas qu'ils souffrent du tout. Oui, c'est pas dit explicitement. En tant que ça, il fallait chercher, c'est ce que ça voulait dire, on ne veut pas qu'ils souffrent, donc on élimine le souffrant, comme ça c'est exactement, vous voyez que nous nous trouvons là, dans la problématique actuelle, dans toute son ampleur. Parce que s'il ne s'était pas amélioré dans un délai requis, la question se serait posée avec plus d'acuité. Donc, ce qui s'est passé après, pendant tout ce temps, je rappelle que j'insiste sur le fait que j'avais vu son état, parler à beaucoup de mes amis, demander des prières à de mes amis. Les prières sont allées jusque sur la tombe de Saint Charbel au Liban, en tant que tel, et beaucoup de mes amis, prêtres et autres, ont prié pour mon petit frère. Et puis, je me trouve, pendant cette première phase d'hospitalisation, je me trouve à la cafétéria et j'entends 2 personnes qui parlent de la Bible. D'une façon, au niveau d'intelligence biblique tout à fait, qui m'a interpellée. Donc je vais les voir et je leur dis, j'entends vous parler de la Bible, voilà. Et je leur dis, voilà, je suis là pour mon petit frère. À la cafétéria de l'hôpital. Je leur dis, écoutez, moi je suis là pour mon petit frère qui est malade. Et spontanément, elles me disent, écoutez, voulez-vous qu'on prie avec vous? Et toutes les 2, c'était 2 dames, me prennent la main avec intensité, force et profondeur. Et elle prie avec moi pour mon petit frère, la santé de mon petit frère. Et j'ai senti la profondeur de cette prière que nous avons partagée à 3 d'une façon tout à fait remarquable. Et il s'avère, au cours de la discussion que nous avons eue, que l'une d'entre elles était une infirmière qui a connu mon petit frère dans un établissement où il résidait il y a 10 ans. Donc, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Elle se trouvait à ce moment-là précis, à l'hôpital, au moment où je me trouvais, et juste derrière moi. Alors qu'elle m'ont dit qu'elle-même n'avait pas prévu d'être là, mais la Providence a organisé notre rencontre. Elle ne travaillait même pas du tout, elle est à la retraite, pas du tout. Surtout qu'elle est à la retraite, elle avait connu en tant qu'infirmière dans un autre établissement, la résidence où était mon petit frère, il y a une dizaine d'années. Alors à la fin de cet entretien, je leur dis, ces 2 dames, écoutez, ouvrons la Bible, elle a une magnifique Bible, ouvrons la Bible pour voir quel est le message qui nous est donné par rapport à la santé de mon petit frère. Et nous tombons sur un passage, c'est Isaïe 38, dans lequel Ézéchias demande, qui est malade, un roi qui est malade, et qui demande, allongé, alité sur son lit, il prie Dieu et il demande la guérison. Et il lui est répondu, je n'ai plus les termes exacts, tu as été bon et fidèle, je te donnerai 15 ans de plus. Et là, mon cœur s'est enflammé, je n'ai pas eu une once d'hésitation, et je me suis dit, voilà le message, j'ai demandé un message, voilà celui qui m'est donné. Qu'un personnage de la Bible, c'est, je pense, le seul personnage de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, pour lequel un miracle est réalisé dans cette condition, rallonge de vie explicitement, et c'est exactement la situation de mon petit frère. Oui, de votre frère. Exactement. Donc là, je suis montée dans la chambre, le cœur rempli de force, de joie. J'ai chanté pour mon petit frère. Ça a modifié sa rythme respiratoire, s'est modifié. Mes sœurs ne comprenaient pas pourquoi j'avais cette espèce d'enthousiasme et cette détermination. Sa respiration s'est modifiée. Sur le champ, quand vous êtes monté dans sa chambre? Oui, tout à fait. Il a reconnu ce chant et progressivement, son état s'est amélioré. La respiration, l'oxygène est devenu efficace en tant que tel. Le traitement antibiotique a fait son effet aussi. Et mon petit bonhomme a pu recommencer à manger. On a pu l'installer dans le fauteuil avec une kinésithérapeute qui venait avec un amour infini lui faire le verticaliser.
Il a pu en plus être autorisé à aller Au bout de, au bout désolée de vous- une quinzaine de jours à peu près. Wow, Une quinzaine de jours. d'accord. Il a retrouvé la vie, le sourire, il mangeait abondamment des petits plats qu'on lui apportait, qui lui étaient servis de très belle qualité, des plats qui lui étaient offerts, avec la qualité, mixés comme il le fallait, adaptés, ajustés. Progressivement, nous l'avons vu revenir à la vie, avec le visage rempli de joie, toujours souriant. Dès qu'il a pu, il a pris cette conscience progressive d'un retour à la vie. Je pense qu'il est parti vraiment dans une autre dimension. Il est revenu avec autre chose, il est venu avec un message. Il est revenu quelque part changé dans son être, mais avec une jubilation extraordinaire. C'était vraiment une exultation de joie. Quand il a, au bout de 3 semaines, quitté l'hôpital, il a chanté d'une façon extraordinaire. On voit rarement des personnes qui, dans l'hôpital même guéries, chanter. Mais lui chantait avec une expression de joie profonde, heureux de revenir à la vie et de nous refaire vivre avec lui un parcours de vie. Vous estimez que c'est un miracle? Oui. C'est un miracle. D'ailleurs, le médecin nous a dit, elle est partie à un moment, elle nous a dit, je n'étais pas sûre du tout de le revoir vivre. Donc oui, vraiment, la conjonction, un miracle qui a porté sur tout un tas finalement de dimensions. À la fois qu'il était amené suffisamment tôt, car 24 heures plus tard, ça aurait été trop tard à l'hôpital, que les diagnostics ont été portés correctement par les médecins, qu'ils ont donné les traitements ajustés en tant que tels, que le corps médical et paramédical a apporté toute la dimension d'amour qui était indispensable, et je dis bien à son bien-être, que la prière a porté, qui a organisé tout cela, car la providence était présente à chacune des étapes. Et qu'il ait bénéficié des soins, qu'il ait pu les accueillir, parce qu'il a pu lui mettre l'oxygène, il a pu supporter le petit dispositif, c'était pas gagné non plus forcément, il a pu avoir les injections nécessaires et les supporter, de temps en temps il voulait les enlever, mais ça a été fait, qu'on ait pu nous laisser rester avec lui, c'était important, jour et nuit nous étions là, sans aucune remarque du personnel médical ou paramédical, donc parfaitement accepté que nous nous relions à son chevet jour et nuit. Cet enfant qui a choisi et qui a accepté de vivre et de revivre avec une joie extraordinaire est un message essentiel. Et justement, en parlant de message, quel sens vous donnez à ce parcours-là que vous avez vécu, que ce soit pour votre frère ou pour vous-même? Eh bien, à la fois, pour moi, c'est d'abord une action de grâce. Je remercie le ciel d'avoir permis qu'on puisse poursuivre encore avec notre petit frère ce chemin qui est périlleux, qui est délicat, qui demande beaucoup d'investissement et qui nous renvoie. Donc déjà, c'est une grande grâce parce que à un moment donné, j'en ai pas fait état. Quand je me suis retrouvée dans la maison, j'ai senti à un moment donné, alors qu'il était hospitalisé, vraiment une impression de tombeau. J'ai senti la mort. Et que cette atmosphère qui était palpable, comme jamais je ne l'ai senti, a disparu dès lors qu'il a retrouvé la santé. Donc, parce que cette atmosphère, je peux le de dire, mort, oui. de mort, je l'ai ressentie. Que vous avez ressenti, c'était à l'hôpital? Non, elle était chez vous à la maison. À la maison, d'accord. Alors qu'il était lui hospitalisé dans cet état critique, les premiers temps critiques. J'ai senti en rentrant, parce que je ne passais pas toutes les nuits, nous nous relions, eh bien j'ai senti mais vraiment une impression de tombeau, de mort, comme jamais, avec l'impression que les quelques mots qu'il disait ne seraient plus prononcés. La situation allait s'empirer. Et que, voilà, donc il est passé, vraiment, il a eu sans doute, je pense, un passage dans une autre dimension. Et il a accepté de revenir à la vie, de nous délivrer un message qu'il faut accueillir, moi qui est d'abord un message de joie, de reconnaissance, d'action de grâce. C'est une dimension d'amour qu'il nous donne et que nous sommes amenés à lui donner et qui a vraiment son plein sens. Et je dis merci pour poursuivre ce chemin, un temps que j'ignore. Et c'est pas parce que quelqu'un ne s'exprime pas qu'il n'est pas, bien sûr, qui perd sa dignité, bien au contraire, mais c'est que de vouloir lui retirer la vie, qui enlève à celui qui la retire sa propre dignité. Quel est le sens que vous, parce que vous avez parlé du message que votre frère est venu raviver ou vous transmettre au travers de ce parcours, mais pour vous-même, quel sens vous donnez à cette épreuve? Alors d'une part, c'est, je dirais, la puissance de la confiance, de l'espérance, de la force de l'amour, la force de la prière, la force de l'espérance, et aussi, je veux dire, la force de continuer ce combat, enfin de porter le plein sens dans ce combat contre cette loi pour l'aide à mourir, dans laquelle je m'étais fortement impliquée. Je suis allée à l'Assemblée nationale assister au débat à plusieurs reprises, j'ai écrit à des députés, et là encore, je lance un plaidoyer vibrant, oui, que le handicap, la personne handicapée ou malade en fin de vie, il ne s'agit pas de vouloir interrompre cette vie,
de comprendre le sens de la vie, de sortir, de célébrer la vie telle qu'elle est, et qu'il n'appartient à personne de la retirer. On voit en plus les difficultés d'avoir d'émettre des pronostics quant à la durée de vie, nous le voyons tous les jours. Là, on pensait en danger de mort, il a encore pour un certain temps à vivre, je ne sais pas combien de temps. Ma mère, quand elle est décédée à 99 ans, on lui donnait 3 jours, elle a tenu 16 mois au prix d'un parcours absolument exceptionnel. La durée de vie, même si elle est d'un jour ou deux, que ce qu'on avait escompté, a toute sa signification, que les uns et les autres en soient conscients ou pas, mais que ce n'est pas en supprimant la souffrance que l'on donne un sens à la vie. Nous ne sommes pas des êtres faits pour être aseptisés, la souffrance a un sens, il s'agit de la soulager tant que nous le pourrons, mais de ne pas en faire un faux critère de fausse compassion, elle n'est pas là. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas on entend parler de cette loi, mais on ne sait pas concrètement ce qu'elle est et ce qu'elle implique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Alors cette loi, déjà, dans son principe, est une autorisation à donner la mort ou à aider quelqu'un à se donner la mort. Et je rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, donner la mort relève d'une sanction pénale de 30 ans. Donc cette loi, telle qu'elle est dans la configuration actuelle, est une des lois les plus permissives au monde, sachant qu'il n'y a en fait que 10 pays au monde qui, à ce jour, ont adopté une loi de ce type-là. Sur les 197, je crois, pays au monde, seuls 10 sont dans cette problématique et la France voudrait s'illustrer dans ce domaine d'une façon que je trouve tout à fait dramatique. C'est donc une loi de mort, qui ne concernera pas seulement, telle qu'elle est rédigée, les personnes en fin de vie, mais considérer un nombre, des dizaines de millions de personnes confrontées à des situations de handicap, de maladies incurables, mais qui ne mettent pas nécessairement en jeu le pronostic vital à court terme et qui peut concerner toute une catégorie de personnes handicapées, personnes qui sont atteintes même de dépression et plus ou moins on a joué un petit peu sur les mots, mais qui peuvent avoir des difficultés liées à leur maladie, des difficultés morales, des personnes atteintes à la maladie de Charcot, et s'ouvrent à toute une typologie de personnes plus ou moins malades, qui seront incitées qui seront perçues comme des fardeaux pour elles-mêmes, pour les autres, pour lesquels on veut mettre en place le critère de dignité qui est un non-sens absolu. Et ce que dit la loi, c'est dès lors qu'une personne manifeste son intérêt, on le fait, on l'aide à mourir. Il y a un certain nombre de critères, évidemment il faut quand même jusqu'à ce jour qu'on ait 18 ans, au jour d'aujourd'hui, en France. Mais l'objectif bien de ceux qui sont à l'origine de la loi, ils l'ont exprimé clairement. Et on l'a observé dans les autres pays qui ont mis en place cette loi, c'est d'étendre à toute personne, même mineure, qui pourrait avoir envie. Donc, quand on sait la fragilité et les difficultés de la santé mentale de nos jeunes enfants, il y a beaucoup de problématiques qui vont se poser. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut 18 ans, mais en tant que tel, beaucoup de maladies, sans être en fin de vie, pourraient bénéficier, comme s'il s'agissait d'un bien, de ce dispositif qui permettrait d'abréger leur jour. Alors qu'on a passé son temps à créer toute espèce de site pour l'assistance aux personnes qui veulent se suicider, subitement, on fait marche arrière et c'est autre chose. Au même titre, on parle de politique inclusive dans toutes les dimensions, à l'école, à l'hôpital. Et puis subitement, il n'y a plus d'inclusivité parce que c'est une démarche d'abandon. Oui, c'est bien plus long, c'est bien plus complexe, mais tellement plus enrichissant d'accompagner quelqu'un. Ça coûte plus d'argent, ça demande plus de temps, mais ça apportera un bonheur infini à ceux qui le vivront comme à ceux qui le feront vivre. Rester en vie jusqu'à la mort est sans doute ce qu'il y a de plus important. Non pas qu'il n'y ait pas des souffrances extrêmement graves, mais que la façon de les accompagner ne sera jamais, sera toujours essentielle. Mais que d'autre part, il s'agit de ne pas renoncer à toute forme de recherche. Chaque jour, on nous vante les mérites de l'IA, de tout ce qu'elle pourra transformer en médecine, de toute la recherche. Et alors, subitement, on aurait décidé qu'au jour d'aujourd'hui, des maladies telles que les maladies d'Alzheimer, des cancers gravissimes métastatiques, que la maladie de Charcot, ne bénéficieront donc jamais d'un traitement. C'est donc plus la peine d'investir de l'argent dans les comités de recherche, puisque ça veut donc dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des maladies pour lesquelles on ne trouvera jamais rien. On s'inscrit là dans cette démarche, dans une culture de mort, clairement, qui s'inscrit dans une idéologie de validisme, de matérialisme, qui réduit l'être humain à une dimension purement charnelle, qui évite toute transcendance. C'est une idéologie clairement affichée, que nul ne peut ignorer, à moins qu'il ne le veuille. Donc ce n'est pas une loi de compassion, c'est une loi d'abandon, une loi qui va ouvrir des portes d'une façon remarquable, qui va imbiber déjà toute la société, mais encore, les applications sont encore plus redoutables quand on sait que les délais pour faire une demande peuvent être pris en compte au bout de 48 heures. Imaginez que mon petit frère se trouve seul, il ne peut pas parler, qu'il cligne de l'œil et que le médecin a envie de l'interpréter comme un désir de mourir, en l'absence de personne,
il pourra estimer que l'enfant a demandé la mort. Il ne sera pas tenu d'en informer ni les parents ni la famille. Et en 48 heures, terminé, il pourra consulter 2 autres médecins qui seront de son bord, un médecin et une aide-soignante, et si tout le monde est d'accord que 65 ans ça suffit, ça peut être fait. C'est grave quand même. Donc on passe dans un stade absolument, c'est une barbarie absolument redoutable, avec en plus un contrôle qui ne peut être fait qu'à posteriori, donc dénué de tout sens. C'est quand la personne est morte qu'on pourra contester je ne sais plus quoi, c'est absolument une intelligence redoutable. Je rappellerai quand même ce qui apparaît comme un phénomène anecdotique qui est quand même très symptomatique en revanche. Il y a eu ce petit tour de passe-passe où quelques députés ont fait passer un amendement dans lequel le corps médical ne serait pas le médecin qui donnerait la piqûre létale. Ce ne serait pas lui qui le ferait. Or, cette décision qui faisait sauter un peu le sens de la loi, enfin en tout cas rendait plus difficile son application, a déplu. Et il y a une deuxième délibération et le corps médical a été réintégré pour pouvoir faire partie de la boucle. D'accord, je comprends mieux vos propos. Donc finalement, eux sont OK. Je regrette personnellement que le corps médical ne se soit pas manifesté, ne se soit pas opposé d'une façon ferme. Et là, j'interpelle vraiment le corps médical qui, en principe, a fait médecine pour apporter soin, pour accompagner et non pas pour donner la mort, qui est formellement interdite dans le serment d'Hippocrate, pour savoir si oui ou non il se sent en mesure maintenant d'entreprendre des études et se sont capables de pouvoir procéder à cet acte fatal. On voit que vous êtes vraiment porté par ce combat pour aider à ce que cette loi soit déjà connue de tous, mais que le nécessaire soit fait pour que la vie même soit reconnue. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la suite de vos missions par rapport à tout ce que vous avez partagé tout à l'heure? Donc effectivement, les problématiques qui se sont révélées au cours de cet épisode de vie ont touché à la fois, on met en évidence l'importance de l'accueil et la prise en charge des personnes handicapées dans le milieu hospitalier, qui maintenant est rendu parfaitement obligatoire, avec notamment la charte Romain Jacob, dont certains établissements, dont celui-ci, sont signataires, qui donne des principes qui sont répandus dans beaucoup de pays au monde et qui donne des modalités pour une amélioration de la prise en charge, donc des plus vulnérables, des plus fragiles, dans le milieu hospitalier. Et de ce fait, j'ai tenu à en remercier les membres du personnel hospitalier jusqu'au service dirigeant pour leur proposer aussi mon aide quant à la mise en place du dispositif pour l'instauration de la politique, l'accueil, la prise en charge des personnes en situation de handicap des plus faibles, en termes de soins, en termes d'intervention, d'hospitalisation, mais aussi évidemment en termes de fin de vie, de telle façon à ce qu'on les accompagne jusqu'au long toit. Donc le lien est fait. Donc s'occuper des plus faibles, des plus fragiles, sachant que je rappelle que toute personne qui débarque à l'hôpital est nécessairement en situation de handicap, même si celui-ci n'est pas préalable à la maladie instaurée. Toute personne qui a une grippe ou une maladie, ou etc., sinon elle ne viendrait pas à l'hôpital. Donc c'est rappeler la dimension d'humanité, l'importance du prendre soin pour toutes les personnes hospitalisées et tout particulièrement les personnes handicapées, et de les accompagner jusqu'au terme naturel de leur vie, avec tout ce qu'ils ont à apprendre dans ce qu'ils vont nous révéler et dans les capacités d'amour qu'ils vont nous permettre d'exprimer. Donc c'est un combat pour la vie et qui m'a effectivement, que je cherche à poursuivre dans les différentes activités qui pourront être attribuées, aussi bien dans cet établissement qui a reçu mon petit frère, aussi bien dans les établissements scolaires où des interventions pourront être proposées pour pouvoir favoriser, créer, interpeller et agir pour la prise en charge des plus faibles, des plus démunis, des plus vulnérables. C'est ce qui fait la grandeur de l'humanité et la grandeur des valeurs de notre pays qui est la France, qui jusqu'ici s'était illustrée à un certain degré dans ce domaine. Donc c'est un appel au réveil de l'humanité et à l'éveil des consciences que j'ai fait aujourd'hui dans ce court épisode pour lequel je vous remercie. Et merci pour ça. On dit vers la fin du podcast, de même qu'on a un rituel au début, on a aussi un rituel de fin. C'est de vous lire un message de l'invité précédent. Le mot dit ceci: nous vivons parfois certaines épreuves qui, sur le moment, peuvent sembler insurmontables. Mais avec le temps et la foi, on finit par les surmonter au point d'en ressortir grandi, transformé à jamais et à être de véritables lumières pour les autres. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci pour ce message.
Merci pour ce message, pour la personne qui l'a transmise et qui vaut pour chacun d'entre nous. Faire de chaque épreuve un chemin de croissance, un chemin de lumière, un chemin d'amour. Et dans le même ordre d'idée, vous avez tenu aussi à nous partager un poème que vous avez rédigé qui va justement dans le sens de vos combats. Et donc, vous allez nous lire une partie, si j'ai bien compris, de ce poème-là. Et je le précise pour toutes les personnes qui voudront ce poème en audio, je l'ai en ma possession. Et donc, manifestez-vous dans les commentaires et je verrai s'il faut vous l'envoyer par mail ou par WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes intéressé. Donc, à vous. Je vais vous délivrer quelques lignes écrites au sujet de l'euthanasie. L'aide à mourir n'ose pas toujours dire son nom, dépourvu de renom. Le choix de l'euthanasie avec cette frénésie relève d'une barbarie qui rappelle le nazisme, car c'est la politique d'un État nazi qui élimine les faibles et les plus démunis. Elle est antinomique avec nos valeurs, en permettant que meurent, sur l'idée d'une rumeur, des êtres confrontés à de grandes douleurs, qui ne sont pas des leurs, souvent font peur et génèrent des pleurs, mais qui pourtant ne diminuent en rien ce qui fait leur valeur. Car la dignité de l'être ne peut s'assimiler à l'efficacité ou à la performance, source bien des errances avec toutes ses outrances. Elle n'est conditionnée ni par la maladie, ni par le handicap, ni la capacité à s'exprimer ou se mobiliser. La faiblesse et la fragilité ne sont-elles pas inhérentes à la condition humaine ? En ignorant la valeur de ce combat ultime qui rencontre l'intime, on oublie l'oraison qui dépasse la raison pour une autre dimension, qui peut mener version dans une autre version. Éviter la passion est une fausse compassion. En retrouvant l'essence au sein d'une transcendance, on redonne le sens à toute notre existence en toutes circonstances. Car dite même végétative, la vie est active. On alimente sans cesse la culture de mort qui sévit chaque jour et qui apporte ses vices et ses vicissitudes au prix de lois iniques, au contenu cynique, dans une logique économique qui génère des momies, au prix d'une véritable rupture anthropologique qui réduit la dignité humaine à une dimension matérielle et utilitariste, dans une approche athée. En invoquant la liberté individuelle et absolue et la capacité à s'autodéterminer, cette démarche ignore et rejette la place du Créateur auprès d'une transgression qui ne sera pas illusion. Elle se croit dignité, sans nulle humanité. Voulant légiférer au-delà des outils qui déjà sont présents, on ouvre une porte dépourvue d'espérance, telle une boîte de Pandore qui suscite l'aurore, en croyant au bonheur. Sur un itinéraire qui accélère l'horaire, auprès d'une éthique devenue pathétique, réduite à une étiquette qui rejette la fraquette. Elle se fera dérive, menant sur l'autre rive, trahissant les principes du serment d'Hippocrate qui pourtant sont princeps. Du fait de la méprise d'une leçon mal apprise, on crée la confusion entre soin et mort, instaurant la défiance plutôt que la confiance dans un corps médical déjà bien mis à mal. En permettant aux individus de choisir la date et les modalités de leur mort, dans un consentement pas toujours consenté, du fait du climat délétère qui règne sur notre terre, on incite au départ plutôt qu'au partage, usant de procédures violentes, parfois expéditives, qui défient la nature sans la rendre plus pure. C'est un regard sur l'homme qu'il nous faut changer, pour plus d'humanité et plus d'aménité. Élevons donc nos consciences. Retrouvons l'abondance. Trouvons le vrai sens de notre dignité. C'est très très touchant et très riche en profondeur, au-delà même de la beauté de votre écrit, des rimes que vous utilisez. Les mots sont choisis soigneusement. Merci pour votre combat, pour votre engagement. Je vous remercie beaucoup, Florence, pour votre accueil et pour ces mots. Et j'en profite pour lancer encore dans ce temps ultime, un dernier message à tous ceux qui l'ont voté, au Premier ministre autant qu'à tous les députés, que chacun se mobilise, prenne conscience de ses responsabilités, des enjeux majeurs qu'il y a au travers de cette loi qui, comme vous le dites, touchera l'ensemble de la société dans son état d'esprit et chacun d'entre nous, de près ou de loin. Donc, combattons pour la vie, soyons pour la vie qui nous a été donnée. Merci beaucoup. C'est très beau, c'est très beau. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez entendu les propos de Irène. Vous avez compris, je l'espère, son combat. Vous avez compris que ce n'est pas l'affaire d'une personne, mais de tous. J'espère que cet épisode vous aura enseigné et vous aura fait prendre conscience de la gravité de la situation.
Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions de compréhension, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci encore de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. La vie, elle est importante et elle mérite d'être vécue pleinement jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye. Merci beaucoup à tous.